voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cocorico sur Kinshasa Télévision. Aujourd'hui, on a encore fait un petit effort pour être là un tout petit peu plus tôt que d'habitude. 8h47. Bon, ça va, on s'améliore. De 10h à 8h47, on fait des efforts pour être là tous les jours chez vous. Donc, bonjour et bienvenue dans cette émission que nous vous présentons tous les matins sur Kinshasa Télévision depuis bientôt une semaine. Et aujourd'hui encore, j'ai dit bonjour à tous mes compagnons de tous les jours, puisqu'on va les voir, parce qu'on les voit tous les jours, mais il y a une figure que vous n'avez pas encore vue. J'allais vous le présenter à l'introduction des grands titres, mais il est avec nous, c'est notre invité du jour, avec qui nous allons passer une grande partie de cette émission. Monsieur Kibangula Trésor, bonjour. Bonjour Marius. Vous êtes analyste politique au centre Ebouteli, et c'est un plaisir de toujours avoir vos analyses ici sur Kinshasa Télévision. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être là, monsieur Kibangula, bien sûr, mes compagnons de tous les jours. Monsieur Charles Dimanja Wembi, le sage de la rédaction, bonjour. Bonjour Marius. Mais parce que vous êtes toujours là pour nous ramener à l'ordre, dire écoutez, pas ça, je pense que ça, oui, ça va. J'en ai vu. J'en ai vu. D'accord. C'est mon devoir de temps en temps de apporter quelques précisions pour éviter que vous perdiez. Très bien, merci beaucoup, on en a besoin. Et monsieur Jean-Kia Mukelenge, Jean-Kia, bonjour. Bonjour Marius, bonjour à tous les téléspectateurs et internautes. Surtout voilà, aussi. Les deux nouvelles stars de Kinshasa Télévision, Jean-Kia Mukelenge et puis André Junior Moumaka, on dit star en herbe, en journalisme. Bonjour. Bonjour Marius, et je suis heureux d'être encore là aujourd'hui. T'es pas heureux d'être une nouvelle star Si. Voilà, donc c'est avec cette équipe que nous allons vous tenir compagnie aujourd'hui dans cette émission Cocorico, dont voici les principaux titres. C'est officiel, la mission militaire de la SADC en RDC va se retirer progressivement. Réunis en sommet extraordinaire, les chefs d'État de l'Afrique australe ont décidé de mettre fin au mandat de la SAMIRDC tout en réaffirmant leur soutien politique à Kinshasa. Une décision qui intervient alors que la diplomatie régionale s'intensifie avec notamment les initiatives de Luanda, de Nairobi pour tenter de ramener la paix à l'est du pays. Quelle implication pour la RDC? Analyse dans cette émission avec notre invité Trésor Kibangula du centre Ebouteli. La France durcit le ton face au Rwanda. Paris suspend la signature de nouveaux projets d'aide au développement avec Kigali en réponse à la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC et aux accusations de soutien du Rwanda au M23. Cette décision s'ajoute aux pressions internationales croissantes sur le régime de Paul Kagame. La guerre contre les embouteillages est déclarée à Kinshasa. La police nationale congolaise PNC passe à l'action pour mettre fin au chaos routier qui paralyse la capitale. Objectif: dégager les artères encombrées par les véhicules mal garés. Une opération coup de poing menée sous l'impulsion du commissaire provincial Blaise Kilimbalimba. Coup
de tonnerre dans l'armée congolaise, 5 hauts gradés des forces armées et de la police nationale sont jugés pour abandon des postes face à l'ennemi, accusés de lâcheté, de violation des consignes et abandon des matériels militaires lors de l'avancée des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise. Ces officiers ont comparu devant la haute cour militaire. Retour sur un procès aux enjeux majeurs. Voilà donc, mesdames et messieurs, les grands titres que nous allons développer dans cette émission où nous vous amenons les informations quotidiennes tous les jours avec mes confrères et également des invités que nous avons pour vous, ceux qui touchent à l'actualité. Commençons donc par le début, la SADC qui met fin à son mandat, au mandat de la Samir DC en République démocratique du Congo, avant de prendre notre analyste. Alors, André Junior Moumaka, qu'en est-il ? Écoutez, la SADC a tenu hier un sommet en visioconférence qui a été présidé par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. À l'issue de ce sommet, on a opté pour le retrait de la force de la SADC qui était là depuis fin 2023. Malheureusement, on n'a pas montré ses preuves. Alors, l'issue de ce sommet a jugé mieux de retirer ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est une décision, je l'ai dit, qui est quand même forte. Trésor Kibangula, en tant qu'analyste, comment vous jugez, vous, le retrait de cette force de la SADC ? Je pense que c'est un coup dur pour Kinshasa dans un contexte militaire très défavorable parce que les rapports des forces sur le terrain montrent que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en position défensive. Depuis quelques temps, on a eu un dispositif militaire impressionnant pour protéger la ville de Goma, où il y avait à la fois l'armée congolaise, les casques bleus de la MONUSCO, les troupes de Sami DRC, mais aussi les Wazalendo. Mais malgré tout ça, les troupes rwandaises et les combattants du M23 ont pu prendre la ville de Goma et ensuite ils ont progressé même vers Bukavu. Et dans cette configuration, il y a eu des équipements, même des hommes vivants ou morts de Sami RDC qui étaient bloqués dans des zones occupées par les M23. On a tout de suite vu les gouvernements de Malawi demander les retours de ces troupes, négocier même avec Kigali. Mais dans ces dispositifs forts qui étaient autour de Goma, il y avait aussi des mercenaires que Kinshasa avait fait appel, qui ont trouvé aussi un moyen de se faire évacuer par Kigali. Donc, les contextes et la reconfiguration des rapports des forces faisaient en sorte que les troupes de Sami DRC se retrouvaient vraiment dans une situation très délicate pour continuer ses soutiens à l'armée congolaise. Est-ce qu'on voit que ceci arrive quelques jours après que Luanda ait annoncé des négociations directes entre le M23 et le gouvernement congolais ? Est-ce qu'on peut dire que c'est lié ? Je pense que c'est lié. Le président de la République a fait un déplacement à Luanda, là où l'annonce a été faite. Je pense que le président angolais savait plus ou moins les dénouements de la présence des troupes de la SADC sur le territoire congolais. Il s'est discuté déjà depuis quelques jours qu'ils pourront plus se battre. Les gens s'interrogeaient même sur la présence des troupes angolaises dans le sud du pays. Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce qu'ils sont vraiment là? Donc, c'était quelque chose qui n'était pas une surprise pour beaucoup d'observateurs de voir les départs des Sami RDC. Et dans ces contextes-là, comment est-ce que Kinshasa allait s'y prendre? Parce que, certes, il y a la pression internationale sur Kigali, mais sur le terrain militaire, on ne voit pas comment est-ce que, dans un court terme, la RDC aurait pu, seule, en tout cas, récupérer les villes et les territoires conquis. Est-ce qu'un facteur humain n'a pas joué justement pour que finalement qu'il n'y ait pas eu affrontement entre les armées qui étaient face à face à Goma? Ça aurait pu se terminer par une boucherie. Il y a eu des affrontements dans la ville de Goma. On espérait... ça ne s'est pas passé comme à Bukavu, par exemple. À Bukavu, on a évité des combats en ville. Mais la résistance des Wazalendo et des quelques FARDC s'est poursuivie même dans la ville de Goma. C'est vrai que les chiffres du bilan n'est pas encore, consensuel. Il y a eu un premier bilan qui parlait des 3000 morts et OCHA, en tout cas les Nations Unies, qui avait annoncé. Ces chiffres-là
est aujourd'hui remise en question par des enquêtes, notamment des journalistes. Je vis un très bon papier publié récemment sur Jeune Afrique là-dessus, pour démontrer que les personnes ensevelies, des personnes qui ont été enterrées, ne dépassaient pas le 1000 morts. Mais il y a beaucoup, hein. On parle des chiffres, mais c'est des personnes, des vies humaines qui ont été écrasées. Et il y a des corps qu'on n'a pas enterrés, qui ont été enterrés aussi, qui n'ont pas été comptabilisés, enterrés dans des familles et tout ça. Donc il y a beaucoup de victimes, en tout cas. Les combats des Goma, on compte beaucoup, des milliers de personnes probablement qui ont été tuées. C'est qu'on a pu éviter à Bukavu, où cela a mis, je pense, en tout cas, les alliés de la RDC dans une situation très compliquée. C'est aussi la même situation avec les Burundais. On ne sait pas s'ils se battent, ils vont continuer à se battre, ou est-ce qu'ils ont conclu un pacte de non-agression avec les Rwandais. Tout ce qui se passe autour de Uvira aujourd'hui, la progression de troupes rwandaises et M23 s'est arrêtée autour de la ville de Uvira. Il commence à remonter vers Lubero. Donc, on soupçonne quand même quelques revirements même des appuis de la du soutien militaire de la RDC. Parce qu'il faut se dire une chose aussi, c'est que lorsqu'on essaie de discuter avec les responsables, les diplomates de ces pays qui sont ici à Kinshasa, ils vous laissent quand même entendre qu'ils sont venus en appui, mais très souvent sur le terrain, ils se retrouvent en première ligne. Parce que très vite, j'ai vu un sujet sur les officiers qui ont été jugés, très vite, les troupes de la RDC reculent. Justement, pouvons-nous conclure que l'option militaire est finalement un échec? Parce qu'avant la SADC, il y a eu la force de l'EAC qui était là, mais qui est repartie. Il n'y a toujours pas eu de solution. Pouvons-nous conclure qu'il faut forcément une issue politique à ces conflits? Et surtout qu'il y a eu l'objectif du déploiement de ces troupes, c'était de rétablir la paix à l'est de la RDC. Oui, les troupes des EAC sont venues justement pour constituer une sorte de zone tampon et encourager les processus de discussion. Ça n'a pas fonctionné parce que Kinshasa a commencé à avoir une certaine collision, une certaine connivence entre les Kenyans qui étaient là et les M23 plus les Rwandais. C'est pourquoi Kinshasa a demandé à ce que les troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est puissent partir et faire appel finalement aux troupes de la SADC avec un mandat, cette fois-là, offensif pour appuyer les troupes congolaises à se battre contre les troupes rwandaises. Et c'est ce qui s'est passé à Goma. Sami DRC s'est battu jusqu'à abandonner. On a vu des images des drapeaux blancs. Alors, à côté de ça, il y a la pression internationale aujourd'hui accrue parce que quand même dans cette histoire, il y a une victime, il y a un pays qui est agressé. La souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC est mise en mal. Donc, il y a eu un travail, notamment de notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner, qui a vu beaucoup de gens dans les concerts des nations. On a vu une succession de réunions au Conseil de sécurité. On a vu même 3 pays africains, les A3+, plus la Guyane, qui résistait qui était réticent à citer les Rwandais et qui ne voulait pas que la résolution passe. Mais avec le travail de la diplomatie congolaise, finalement, la résolution est passée à l'unanimité, qui était quelque chose quand même de très décisif. Et à côté de ces soutiens ou de cette action diplomatique, on soulignait toujours l'importance de reprendre, de relancer les processus de discussion. C'est là que je reviens encore sur le facteur humain. Lorsqu'on voit ces images des déplacés de guerre, c'était devenu dramatique. Oui. Sur le plan international, sur la conscience. Oui. Ça veut dire qui sont... Ouais. Bon, oui, ça a beaucoup joué. Alors que le M23, et l'armée rwandaise et le M23 continuent leur avancée, mais de l'autre côté, on parle diplomatie, ça veut dire que quoi, vous arrêtez de vous battre, les autres et continuez? Parce que de l'autre côté, on sent qu'il n'y a pas la même pression. Enfin... Non, il y a beaucoup de pression sur le Rwanda, il y a beaucoup de pression sur les M23 aujourd'hui. Les porte-parole du M23 est sous sanction des États-Unis depuis quelques jours. Mais cela ne les empêche pas de continuer. Cela ne les empêche pas de continuer, malheureusement. C'est pourquoi il est de plus en plus évident que seules les pressions internationales qui s'accompagnent par des sanctions ne suffiront pas à résoudre cette crise. Ça a semblé être un peu la stratégie de Kinshasa à un moment donné, pousser pour les sanctions, essayant un peu de reprendre ce qui s'est passé en 2012 ou 2013, parce que
M23 avec le Rwanda avait pris à l'époque Goma et avait des fortes pressions internationales sur Kigali. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas Samidi RC, mais il y avait la force, la brigade d'intervention des Nations Unies, cette fois-là constituée aussi par les troupes de la SADC, parce que c'était des Tanzaniens et des Sud-Africains qui se sont battus côté des Congolais pour chasser, vaincre militairement cette fois-là les troupes rwandaises qui étaient déjà rentrées, mais les combattants du M23 qui étaient là étaient mis en déroute. Mais cette expérience de 2013 ne s'est pas manifestée cette fois-ci parce que même les Rwandais, même les M23, tous ont tiré les leçons. Ils savent maintenant comment... Ils se sont préparés. Ils se sont préparés à rester un peu plus longtemps. C'est pourquoi ils ont pris Goma et ils ont allé jusqu'à Bukavu. Ils ont profité aussi d'un agenda international. On était en période de transition aux États-Unis avec l'arrivée de Trump. Donc, le contexte n'est pas le même par rapport en 2013. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la posture des quelques chefs d'État dans cette crise. Vous avez d'un côté William Ruto, le président kenyan, Félix Tshisekedi l'avait dit, qu'il avait mal géré cette crise et que dans une interview accordée à Jeune Afrique, il a dit clairement que le problème du M23 est un problème interne congolais. De l'autre côté, vous avez le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui a traité l'armée rwandaise d'une milice. Est-ce que cette guerre-là peut-il faire en sorte que cette situation ne trouve jamais d'issue favorable? C'est vrai que dans la région, chaque pays a ses intérêts sur les Congos. Il faut aussi que les Congos puissent avoir son plan, un plan de sortie des crises et essayer de trouver ou de choisir un processus de médiation qui serait plus favorable à ses intérêts. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui parce qu'on a compris très vite que l'EAC n'était pas un bon allié parce que voilà, c'est une communauté qui existait déjà avant l'adhésion de Kinshasa avec une forte influence du Kenya et du Rwanda. Donc c'était très difficile pour la RDC d'avancer ses cartes dans une telle configuration. C'est pourquoi même on a demandé très vite le départ des troupes de cette communauté et s'est retourné vers la SADC parce que quand même c'était une communauté où depuis Kabila on avait un certain ancrage, une certaine influence. C'était une erreur de se retrouver dans l'EAC? Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, même certains officiels congolais reconnaissent en privé que c'était peut-être précipité. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de vrais débats à l'Assemblée nationale pour que les pays adhèrent à cette communauté. Mais à l'époque aussi, il faut toujours mettre les choses dans les contextes. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au président de la République d'avoir pas essayé. Il a essayé des choses pour essayer de rétablir la paix à l'Est. Il a trouvé une situation qui s'enlisait depuis plusieurs années. On parle d'un conflit qui dure depuis 3 décennies. Alors il a essayé, il a vu tout le monde dans la région. Il a voyagé partout. Et il a estimé peut-être que en rentrant dans une telle communauté, en promouvant des échanges économiques, ça pouvait apporter une solution. Le fait est que ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on n'a pas été un peu naïf? Je me rappelle la célèbre phrase du général de Gaulle: entre les États, il n'y a que les intérêts. Oui, mais il y avait des intérêts. C'est-à-dire, mais comment expliquer que ces intérêts, les intérêts rwandais et les intérêts congolais à l'époque où Félix Tshisekedi s'est montré un peu ouvert, favorable à Kagame, pourquoi ça n'a pas marché? Alors ça a fonctionné un temps, parce que lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il y a même l'entrée de forces spéciales rwandaises avec l'accord de Kinshasa pour mener des opérations ponctuelles contre les FDLR. On a tué un chef rebelle sous Félix Tshisekedi par les troupes rwandaises parce que Kinshasa a autorisé cette entrée. Donc ça a fonctionné. Il y a eu des accords sur des raffineries de l'or. Tout ça, ça fonctionnait. Et je pense qu'à un moment donné, avec cette politique, je pense qu'il y a eu une part de naïveté dans la compréhension des dynamiques régionales. À un moment donné, les Rwandais... Des hommes aussi, pas dynamiques. Oui. Des hommes aussi, parce que quand vous avez affaire à un chef d'État comme Yoweri Museveni, c'est... Oui, Yoweri Museveni, justement, et Paul Kagame, ils étaient à un moment donné en froid. Et nous, on a fait cette erreur stratégique de miser sur Kampala. On continue d'ailleurs à miser sur Kampala aujourd'hui, qui ont pris Bunia, ils sont un peu partout. On a du mal à décider est-ce que c'est des alliés. Est-ce que c'est dans le cadre de l'opération Shuja, oui, ou c'est une occupation tout à fait maligne
Oui, on a fait les paris. On a fait les paris à l'époque, lorsque les deux pays étaient en froid, de choisir Ouganda. Et on a signé des accords, l'opération Souja, mais il y a aussi un projet de construction de routes, oui. Des routes Churu et tout ça. Et cela a été très mal vu à Kigali, parce que les Rwandais ont estimé qu'ils étaient là en train de perdre leur droit de regard sur cette partie, sur cette zone d'influence. Alors, il fallait aussi s'inviter dans le jeu. Alors, ils ont réactivé le M23. Voilà, alors on va revenir, maintenant on va partir pour parler de cette rencontre, cette fameuse rencontre annoncée par la présidence angolaise. Il y a eu une date qui a été lancée le 18 mars, mais entre-temps, les réactions des deux côtés, que ce soit du côté de l'AFC, M23 ou du côté du gouvernement, on prend avec beaucoup de pincettes cette annonce. D'ailleurs, on va voir le tweet de la présidence de la République qui parle justement de cette probable rencontre entre le M23 et le gouvernement congolais. La présidence de la République a communiqué, donc le chef de l'État a salué l'initiative du président angolais, João Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi. Cette démarche qu'il assume pleinement avec une détermination témoigne de la volonté de l'Angola d'accompagner notre région vers une sortie de crise. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur terrain, a déclaré le président de la République. Trésor, comment vous pensez, comment vous trouvez cette réaction, ces deux réactions? C'est un peu, les gens sont un peu à la prudence quand même. Alors, je pense que côté Kinshasa, c'est une prudence qui s'explique par une volonté de gérer l'opinion publique. Jusqu'où je peux remonter, je pense que je peux remonter même aux élections de 2023, la campagne électorale. On a vu les tons de la campagne. Les discours du chef de l'État étaient celui d'un chef de guerre. Donnez-moi le suffrage, je vais réunir les deux chambres et je vais déclarer la guerre contre le Rwanda. C'est l'histoire de l'escarmouche. Pourquoi tu montes? Parce que vous avez posé la question, vous avez eu le courage de poser la question au chef de l'État. Et on connaît aussi aujourd'hui les refus systématiques du président Tshisekedi de négocier directement avec le M23. Il a répété encore récemment lorsqu'il a rencontré le membre de l'Union sacrée. Mais malheureusement, sur les terrains et les contextes internationaux, malgré toutes ces pressions sur le Rwanda, il y a quand même tout le monde, même la résolution du Conseil de sécurité qui appelle à relancer les processus de discussion. Il y a aussi un autre élément qui s'est ajouté, c'est les dynamiques internes en République démocratique du Congo, avec les retours de Joseph Kabila sur la scène, avec cette médiation qui est en train d'être menée, en tout cas les préparatifs d'un dialogue, de la conclusion d'un pacte social par les églises catholiques et protestantes. On sent que les rapports de force sont en train de bouger. On est parti quand même le curseur était en octobre encore, novembre, il n'y a pas longtemps, sur la Constitution. On va changer la Constitution. Je suis le garant de la nation qui va m'empêcher à changer la Constitution. Dans la ville de Kinshasa où on habite, on voyait les personnalités à faire des grosses affiches pour soutenir la réforme. On parlait de la réforme constitutionnelle. Et lorsqu'on discutait avec les gens ici, il y avait tout un boulevard pour constituer une commission des réformes constitutionnelles cette année. Au début de l'année, on ne parlait pas de la guerre. Et pourtant, il y avait la guerre. Mais ça a fait casser la cohésion nationale en ce moment-là. Oui, oui. Toucher à la Constitution. Il y a eu des fractures. Oui. Dans ces contextes-là, il est important de les souligner aujourd'hui sur ce qui se passe parce que le pouvoir essaie maintenant de recoller les morceaux. Il y a eu beaucoup de fissures dans les pays. Et c'est pourquoi même le président a annoncé récemment sa volonté d'ouvrir davantage, de créer ces gouvernements d'union nationale. Mais voilà, mais avec qui mais l'opposition est toujours très prudente et sur ce garde, on ne le voit même pas manifester un certain intérêt à cette annonce du président. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de fissures. La campagne électorale et ce qui s'est passé après a beaucoup frustré. Les gens aujourd'hui,
beaucoup des leaders de l'opposition. Il y a quelques-uns qui sont encore là, notamment Martin Fayulu, Delis Sesanga, Matata Ponyo, Adolphe Muzito, mais certains se considèrent en insécurité à Kinshasa et ne veulent plus revenir. Les cas de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila, de Claudel Loubaya, des gens qui estiment qu'il faut ouvrir un espace de discussion pour venir, pour rentrer au pays. Alors, pour revenir à l'initiative des évêques, les évêques proposent à la fois un espace de discussion pour régler cette crise avec les M23 ou autres, mais il ne faut pas se limiter à ça, parce que si vous lisez les documents des évêques, leur feuille des routes voudrait qu'on repense même les pays, qu'on mette des garde-fous, des gouvernances. C'est le fameux vouloir vivre ensemble. Voilà, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est pas des aussi Congo quelque part des demain. de changer la Constitution ou bien réformer la Constitution? Ce sera Ça peut quelque aboutir chose, à ça. ce sera quelque chose qui sera sur la table, Ouais. mais en mettant des garde-fous pour que finalement l'après-élection ne soit pas des moments de tension. Comment est-ce qu'on garantit à ce que le suffrage exprimé par les Congolais correspond aux résultats qui sont Pourquoi il publiés. n'y a pas un narratif clair de la part de Kinshasa? Parce que quand vous regardez le communiqué de la présidence angolaise, après la rencontre entre Félix Tshisekedi et João Lourenço, la présidence angolaise parle de négociations. Mais après, vous avez un narratif qui n'est pas clair venant de Kinshasa. Vous avez la porte-parole du chef de l'État qui dit prendre acte. Vous avez le porte-parole du gouvernement qui dit, selon la résolution 2773 de l'ONU, que voilà, il y aura cette rencontre. Et vous avez la présidence de la République qui parle de l'accélération des processus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un narratif clair pour nous dire clairement si ce sont des négociations ou pas? C'est ce que je disais, il faut gérer l'opinion publique. Oui. Et d'ailleurs, hier, Cocorico nous a dit exactement la même chose. Il faut savoir l'opinion publique. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer la surenchère dans laquelle on a versé à un moment donné? Oui, on s'est enfermé Parce qu'on ne nous-mêmes sait plus dans des revenir pièges. les deux pieds sur terre. Je pense que là, on est en train un peu de revenir. Il y a une part de pragmatisme quand même de la part du chef de l'État. C'est vrai que le président angolais nous tend une perche pour s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, ces volte-face, ces revirements, on ne l'assume pas seul. On présente comme une initiative de l'Angola. Alors si un pays voisin, un pays frère veut nous aider à nous tirer de l'affaire, ben allons-y. C'est ça un peu la démarche ou la posture. En ce moment-là, est-ce qu'on parle de la fusion des deux processus de Nairobi et de Luanda ou d'une nouvelle phase des processus? Parce qu'avant, nous l'avons suivi tous lors de la sortie médiatique du président angolais à Jeune Afrique, qui a même dit que voilà, il est prêt à jeter l'éponge pour se consacrer à ses nouvelles fonctions de président de l'Union africaine. Et tout d'un coup, ces discussions qui rebondissent, mais sous une autre forme. Oui, c'est une très intéressante question, parce qu'aujourd'hui, on manque de clarté sur les processus régionaux des médiations. Il y a eu à la fois Nairobi, à un moment donné, Kinshasa, jusqu'à peu encore, même lorsque le président a parlé aux membres de l'Union sacrée, il disait toujours qu'il va discuter avec les M23, mais dans les cas des processus de Nairobi. En même temps, on savait que les processus de Nairobi n'existaient plus. Oui. Et même Luanda n'existait plus, parce que les deux processus ont été fusionnés. Ce que ne voulait pas Kinshasa jusque-là. Mais la région a décidé de fusionner. C'est pourquoi les Congos étaient de moins en moins présents, en tout cas représentés à bas niveau dans les derniers rendez-vous de la région et SADC. Et on manque de clarté sur les modalités des mises en œuvre de cette fusion des processus. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une coïncidence si cette annonce de négociation directe à Luanda est intervenue après les passages des évêques. Je pense que ça donne quand même un petit levier pour la médiation des évêques ici. Si Luanda, si l'Angola, avec l'appui de la région, parce que la SADC a appuyé l'initiative angolaise, si l'Angola nous aide au moins à résoudre les problèmes de l'odeur de la poudre, la guerre à l'Est, et si on arrive à trouver un consensus là-dessus, un compromis là-dessus, nous, on va prendre les relais pour mettre tout le monde sur la table et discuter. Oui, mais dans tout ça, qu'est-ce que ça devient, les Wazalendo? C'est comme s'ils ont été mis hors jeu. Aujourd'hui, le seul interlocuteur du gouvernement, c'est le M23. Or, dans le processus de Nairobi, l'interlocuteur du gouvernement, c'était tous les groupes armés. Comment expliquer qu'aujourd'hui, qu'on se focalise
sur le M23, pas par exemple les Ouazalènes. Mais les Ouazalènes sont avec le gouvernement. Il y a Sont des du fois, côté de du temps gouvernement. en temps, il y a Des cassures entre eux. C'est pourquoi je disais, on parlait tout à l'heure de l'échec des processus qui ont été fusionnés. Mais pourquoi Nairobi, en réalité, ne tenait plus? Parce que justement, on s'est retrouvé à Nairobi pour désarmer, démobiliser, cantonner tous les groupes armés, y compris les M23, mais très vite, les M23 a été mis de côté. Mais lorsque l'avancée des troupes... Le M23 s'est mis hors jeu dès lors qu'il a repris. Il a repris la guerre. Bon, il y a plusieurs... historiquement, il y a plusieurs versions de la chronologie de cette histoire. Est-ce que c'est Kinshasa qui a refusé la présence des M23 ou c'est les M23 qui s'est mis de côté en reprenant la guerre? Le fait est que lorsque les troupes rwandaises et les M23 ont continué la progression, Kinshasa a utilisé les mêmes groupes armés qu'il était censé désarmer à Luanda et faire de ces groupes armés-là des alliés. Et après, on les a appelés des Wazalendos, c'est-à-dire des patriotes. Il y a même à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat, une loi qui est passée, la loi sur la réserve de la défense, qui légalise plus ou moins les recours à ces civils ou à ces milices pour aider les FARDC à faire face à l'agresseur, aux troupes rwandaises qui étaient sur le territoire congolais. Est-ce que le départ de Uhuru Kenyatta à la tête du Kenya serait aussi à la base peut-être du dysfonctionnement du processus de Nairobi? Oui, c'est l'aîné ici qui parlait de relations, les relations humaines. Il faut connaître les gens et on sait que le président Tshisekedi était beaucoup plus proche des Hutus que des Hutus aujourd'hui. Donc, je pense que ça participe plus ou moins dans les virages qu'a pris les Kenyans, parce qu'à l'époque, le Congo, peut-être naïvement, avait beaucoup misé sur les AC, notamment sur les Kenyans. Les troupes kenyanes étaient venues et je me souviens encore d'une des premières interviews du chef de l'État sur cette question. Et il disait que les troupes kenyanes allaient rentrer par Bunagana, ils allaient frapper les M23. C'est que c'est pas passé. Moi, je voudrais parler de rapport des forces sur terrain. On parle aujourd'hui du départ de la force régionale, Sami Diarcy. On a parlé de plus de 10 000 hommes du côté rwandais pour l'occupation de Beni, de Bukavu et de Goma. Et l'effectif de la force régionale est estimé à plus de 2000 personnes, plus de 2000 hommes sur terrain. Et on annonce également cette rencontre du 8 mars 2025 avec l'M23. Cela ne met pas Kinshasa en position de faiblesse dans ces dialogues, pour ne pas dire négociations. Je pense que plus on attend, en fait, les temps ne jouent pas en faveur de Kinshasa. Ouais. Plus on attend et lorsqu'on sait qu'il y a ces enchaînements des situations défavorables avec les départs des troupes de Samir DRC et les faits que on ne voit pas une capacité aujourd'hui dans les médias de reprendre les territoires conquis. Donc, plus on attend, plus la situation va continuer à s'enliser et peut-être les troupes rwandaises et les M23 vont continuer à évoluer. Justement, aujourd'hui, c'est le feu qui n'a pas été respecté jusque-là. Oui, mais personne, c'est des rapports de force, on a dit. Kigali, où les M23 n'ont pas aujourd'hui intérêt à respecter les faits lorsqu'ils savent qu'ils peuvent pousser leurs avantages et continuer à progresser. Trésor, le fait que le Rwanda et le M23 sont reconnus mondialement aujourd'hui comme agresseurs, combien de temps vont-ils rester sur le territoire national? Aussi longtemps que possible, parce que les sanctions ou cette reconnaissance internationale, c'est là encore une fois l'endroit pour saluer le travail de la ministre des Affaires étrangères, mais cette reconnaissance d'une victime d'un côté et d'un bourreau de l'autre ne suffit pas. Les mêmes personnes qui sanctionnent, les mêmes personnes qui condamnent les États, on va dire, qui sanctionnent et qui condamnent les Rwandais, demandent à Kinshasa de discuter aussi. Parce qu'ils savent que la pression internationale seule ne suffira pas pour résoudre la crise. Une belle question que André Junior a posée hier, en même temps qu'on demande à Kinshasa, parce que le Rwanda, dans son narratif, accuse la RDC d'être en connivence avec les FDLR. Pourquoi demande-t-on à Kinshasa de discuter avec le M23, qu'il qualifie aussi des terroristes, mais qu'à Kigali, on ne demande pas de discuter avec les FDLR? Alors,
on est sur les narratifs. Les narratifs de Kinshasa de considérer les groupes M23 des terroristes a trouvé très vite des limites. Parce qu'aujourd'hui, les rapports des forces sont tels que on est appelé à discuter avec ces groupes armés. C'est différent des FDLR qui sont reconnus comme étant un groupe à idéologie génocidaire. C'est quand même des gens, en 94, en 94, comme on dit ici, qui ont tué d'autres personnes, des Tutsis au Rwanda, avant de se réfugier chez nous. Après, on dira toujours, mais est-ce que c'est les mêmes? Ils sont devenus des vieux aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça la question. En fait, aujourd'hui, on n'a pas à donner, à laisser ces prétextes. Est-ce que les FDLR sont sur les territoires congolais, oui ou non? Ça fait 30 ans qu'ils sont là. Mais ils représentent quelle force? Oui. Est-ce que c'est une menace contre le Rwanda? Non, ce n'est pas une menace aujourd'hui contre le Rwanda, la présence de FDLR. C'est qu'il reste de FDLR. Ce n'est pas une menace, mais ça reste un prétexte valable pour le Rwanda pour dire le Congo a toujours de FDLR sur son territoire et ça menace ma sécurité. Oui, mais les FDLR, ça s'appelle coltan, ça s'appelle or, ça s'appelle... C'est ça, en fait, le vrai FDLR. Voilà, on va maintenant essayer tu vas faire connaissance à notre ami Cocorico, l'analyste AI de l'émission. J'espère que la connexion va lui permettre de s'exprimer. Bonjour, je suis avec notre analyste Trésor Kibangula qui est ici avec nous sur le plateau. J'aimerais bien que tu le salues d'abord. Bonjour, Trésor Kibangula. Ravi de vous avoir avec nous. J'espère que notre échange sera enrichissant. Comment allez-vous? Merci beaucoup, je suis impressionné. Bonjour, Cocorico. Merci, Trésor Ki. C'est un plaisir de vous parler. J'ai hâte d'échanger avec vous. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Alors, avec Trésor, nous sommes en train de parler du retrait des troupes de la SADC, le SAMI DRC, décision qui a été prise hier dans une réunion des présidents de la SADC. Alors, on voudrait savoir qu'est représente dans cette crise de la RDC, cette fin de mandat de la SAMI DRC. Le retrait des troupes de la SADC est un tournant majeur dans la crise sécuritaire en RDC, avec plusieurs implications. D'abord, sur le plan militaire, ce retrait signifie que Kinshasa devra rapidement combler le vide laissé par ses forces, notamment dans l'est du pays, où l'armée congolaise fait face à des groupes armés, comme le M23. L'efficacité de la SAMI DRC a été contestée, mais son départ pourrait fragiliser certaines positions stratégiques. Ensuite, sur le plan diplomatique, cela marque un changement dans l'approche régionale de la crise. La SADC semble vouloir éviter un engagement prolongé, alors que Kinshasa pourrait renforcer sa coopération avec d'autres partenaires, notamment l'Angola ou le Burundi, voire solliciter un rôle accru de la Russie ou de la Chine. Enfin, sur le plan politique interne, cela met la pression sur le gouvernement congolais. Félix Tshisekedi devra rassurer l'opinion publique sur la capacité de l'armée nationale à gérer seule la situation ou à mobiliser d'autres soutiens. Ce départ peut aussi raviver les débats sur l'efficacité des solutions régionales face à la complexité de la crise congolaise. Comment voyez-vous cette décision de votre côté? Voilà, merci. On va écouter Trésor. On revient sur Sami DRC. Oui, on voulait juste savoir ça. Alors, les repositionnements des soutiens, j'ai doute fort parce que dans la région, j'ai vu à un moment donné, nos officiels sont allés jusqu'au Mali pour essayer de voir ce que ces pays-là pouvaient faire pour nous. Il y a eu des contacts avec le Tchad. Je pense que c'est aujourd'hui de plus en plus très difficile pour des pays africains de nous aider dans ces bourbiers. J'ai vu qu'il y a des contacts aussi avec les États-Unis d'Amérique en mettant les minerais sur la table et voir dans quelle mesure on pourrait avoir une aide militaire des États-Unis pour nous aider à pacifier l'Est du pays. Voilà, donc aujourd'hui dans la région, en tout cas,
militairement, je ne pense pas que la solution sera possible. En tout cas, que le Congo, malheureusement, gagnera cette guerre militairement. Il faut peut-être ouvrir et essayer de profiter de ces opportunités des discussions pour... Mais on constate quand même un soutien massif des pays occidentaux et même des États-Unis en voyant les sanctions. Mais du côté africain, on ne sent rien. Vous avez la sortie médiatique tout récemment de Sassou Nguesso, par exemple, qui, il a dit ouvertement, il ne soutient pas totalement la RDC, mais est aussi contre cette situation-là. Il n'a pas affirmé que qu'il soutenait la RDC dans cette crise, mais il a plutôt joué pour la médiation angolaise. Il faut quand même retenir qu'il y a une bonne relation bilatérale entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Vous avez le président Tshisekedi il y avait un processus de Kinshasa au Tchad qui a aidé la médiation dans ces pays-là, mais qui n'a pas eu un soutien du Tchad. Vous avez le ministre de la Justice qui était au Mali, qui a rencontré les autorités maliennes. Il n'y a toujours pas de soutien de la part des pays africains pour la RDC. Ouais, Cela est dû à quoi? Comment on explique cela? C'est ce qui me pousse à poser la question de savoir est-ce qu'au niveau international, au niveau de la diplomatie, est-ce que les rapports des forces entre la RDC et les autres pays au niveau de la région et le Rwanda et les autres pays de la région est plus du côté du Rwanda que du côté de la RDC? Je pense que le Rwanda, au fil des années, a réussi à avoir des leviers dans la région ou même les continents. Il a fallu 3 réunions de Conseil de sécurité pour changer d'avis, l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. C'est-à-dire que le Rwanda a travaillé, a anticipé, peut-être à démarcher ces pays pour plaider sa cause, pour dire que voilà, moi, comment ils disent à Kigali, on a levé ces mesures de défense pour dire on a envoyé des troupes rwandaises sur les sols congolais parce que là-bas, ils gardent des FDLR. Des FDLR, vous savez, ce sont des gens qui ont tué. Et ces discours-là fonctionnent. Les gens adhèrent parce que nous, entre-temps, on n'a rien fait. C'est pas en quelques mois que la diplomatie congolaise qui reprend peut tout changer. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à plaider notre cause comme on a réussi à faire aujourd'hui parce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni frappe Kigali, c'est quand même une grande affaire, une avancée, un succès pour la diplomatie congolaise. Donc il y a du travail à faire pour essayer d'inverser les rapports des forces sur le continent africain. Ça reste vraiment un enjeu parce que même l'Occident, c'est très malaisant aujourd'hui pour l'Occident de proposer des solutions au moment où l'Afrique demande à ce que des problèmes africains puissent trouver des solutions africaines et on nous renvoie vers des processus régionaux qui sont, à mon sens, un peu caporalisés par des puissances africaines, par l'influence, en tout cas pour ce qui est des l'EAC, par l'influence de Kigali ou de l'Ouganda. Et du coup, ce sont des processus qui risquent de nous prendre beaucoup de temps et ça fera que les affaires des gens qui occupent... Cette fixation sur le M23 et le Rwanda ne fait pas oublier l'Ouganda et Kampala parce que l'Ouganda a été cité par un rapport des Nations Unies de soutenir matériellement le M23. Et on rappelle que le M23 est entré par Bunagana, la frontière avec l'Ouganda. Est-ce que cette fixation sur le M23 et le Rwanda, on oublie l'Ouganda qui aussi a eu un rôle à jouer dans la prise de Bunagana? Il faut juste ajouter dans la question le fait que le même Ouganda est aussi allié de la RDC dans la traque des ADF. Et du coup, ça complique un peu la donne. C'est très difficile pour Kinshasa aujourd'hui de se dire, OK, je suis en guerre contre le Rwanda et je dois maintenant me retourner contre cet autre allié qui joue double G à la fois. Kinshasa est un peu inconfortable. Il est inconfortable dans cette situation. C'est comme quelqu'un, parce que l'Ouganda est en train de rentrer là. Il y a beaucoup de troupes ougandaises qui sont sur les territoires. Ils sont même arrivés jusqu'à Mahagi, les dernières nouvelles qu'on a eues. Ils sont en train d'entrer avec... Il n'y a pas de combat. C'est comme s'il y avait une autorisation un peu forcée de Kinshasa. Nous, on va aller jusque-là pour protéger notre territoire, notre zone d'influence. Et en même temps, on va vous aider aussi à lutter contre les ADF. On a très hâte, en tout cas, de voir cette rencontre, l'issue de ces processus de Luanda. Il faut appeler ça comme ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est que si jamais ces processus n'aboutit, c'est pas une belle issue, quelle serait la conséquence sur le terrain ou du
point de vue diplomatique. J'ai vu Trésor faire ça, c'est comme si c'était très compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué. Déjà, est-ce qu'il y aura discussion réellement les 18 ? Parce qu'on a vu les communiqués du M23 qui posent quelques préalables. Ouais. Mais ils disent aussi qu'ils n'ont pas encore été saisis Ils officiellement. n'ont pas encore été saisis Et ils poussent officiellement. même Bon. Kinshasa à les dire ouvertement sur les médias que voilà, nous allons... Non, c'est pas à eux de dire ce que Kinshasa doit dire. Et justement, c'est des rapports de force, justement, c'est dont Oui. on a fait allusion tout à l'heure. Oui, en fait, oui, voilà. Donc aujourd'hui, les M23 estiment être en position de pousser son avantage et peut encore continuer à avancer. Il y a des territoires qui sont en train de tomber entre les mains de M23 et des troupes rwandaises vers Walikale. Ils sont en train d'avancer. Et comme c'est pas encore une grande ville, ça fait pas grand bruit, mais sur les terrains, les combats continuent. Et aujourd'hui, je me demande s'il y aura cette discussion les 18 et en même temps, je ne veux pas envisager, même si c'est un scénario possible, l'échec de cette nouvelle opportunité de discussion. Si ça fonctionne pas, effectivement, on va aller dans une sorte d'enlisement de la situation, une consécration de l'occupation du territoire national par les troupes rwandaises. Donc ça va prendre encore plus de temps et vous savez, il y a des vies humaines, il y a des situations des personnes déplacées qu'il faut rentrer dans la ligne des comptes lorsqu'on cherche des voies de sortie. Alors, on va finir avec les sanctions de la France qui est en train de revoir sa coopération avec... Enfin, c'est une coopération assez particulière. Hein. Quel est ton point de vue? Est-ce que ce genre de sanctions marche? Est-ce que ça compte? Je pense que ça compte, ne serait-ce que sur l'image, sur la réputation du Donc, Rwanda. Paris suspend, excuse-moi d'être plus clair là-dessus, Paris suspend la signature des nouveaux projets d'aide au développement avec Kigali. Oui. Voilà. Donc, les discussions pour des prochains projets seront suspendues. Je pense que même sur les plans juste réputationnels, c'est une bonne chose pour Kinshasa que ce soit Kigali qui soit indexé aujourd'hui par ses partenaires traditionnels, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France. Et la France, qu'on a vu très proche du Rwanda ces dernières années. Oui, mais la France a aussi été beaucoup dans la diplomatie souterraine. Toutes les discussions ou tous les projets des résolutions au Conseil de sécurité sont toujours portés par la France. Récemment encore, c'est la France qui a appelé à une réunion du Conseil de sécurité à huis clos. Donc, elle travaille plus pour préserver une image de médiateur dans cette crise pour ne pas fâcher Kinshasa et Kigali. C'est toujours des positions très délicates. Est-ce que le fait que la France tente aujourd'hui de reprendre le procès et sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise qui est exilé en Afrique du Sud, et le général Kayumba Nyamassa, va être convoqué en France pour témoigner sur... Est-ce que ce n'est pas une... C'est une autre pression affaire, ça. Pardon? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est lié? Non, c'est lié parce que si on découvre aujourd'hui qui était à l'origine de l'attentat contre l'avion, on découvrira qui est responsable du génocide. C'est lié à ça, c'est compliqué. Entre-temps... Alors, moi, je prendrais plutôt... Je vois que le Trésor a bu de l'eau. Moi, je prendrais plutôt l'autre angle. Alors, vous l'avez mentionné hier. Est-ce que M. Dimandia pense hier, il a dit qu'il y a une sorte de rapport de force qui est en train de se redéfinir dans la région du Grand Lac, quand on voit notamment la position de la France, des États-Unis qui veut négocier des deals assez stratégiques avec la RDC, et tout ce qui se passe tout autour. Est-ce qu'on peut voir derrière, justement, un rapport de force dans la région qui se redessine? Oui. Je pense que l'arrivée de Donald Trump va rabattre les cartes. Du côté de Kinshasa, on a aussi une partition à jouer. C'est pourquoi il y a ces contacts, même si on ne sait pas encore très bien ce qu'on propose réellement. L'administration américaine a pris aussi du temps pour désigner des interlocuteurs à ce sujet, mais aujourd'hui, ça commence à avancer. Mais il y a deux hypothèses, à mon sens. C'est que le président américain, il est très pragmatique. Il est businessman, donc il va regarder aussi notre capacité à tenir cet engagement. Si on promet
cet accès aux ressources? Est-ce que nous sommes en capacité de tenir l'engagement? Est-ce que c'est un régime qui tient encore? Combien de temps ça va tenir? Et en face, il y a aussi l'hypothèse de dire, je pense que du côté des Kigali, ils anticipent aussi. Par rapport à l'action de Kinshasa, ils vont aussi essayer de démarcher l'administration américaine pour présenter la même situation sous un autre angle, pour dire, écoutez, vous voulez les minéraux, moi j'ai une façon, un autre procédé pour vous faire parvenir ces minéraux, je peux étendre cette expansion du territoire congolais. Au moins moi j'ai un régime dur, mais qui est stable, et je pourrais toujours vous faire parvenir. Donc ça sera aux des diplomaties, aux des pays de jouer leurs cartes pour essayer d'attirer les Américains. Et ce serait très trop tôt de dire que finalement les rapports des forces sont en train de changer, Kigali n'a plus l'amitié de la communauté internationale dont il a toujours bénéficié, et que peut-être, selon les cartes telles qu'elles se dessinent, peut-être que ce sera la RDC qui va jouer ce rôle. Enfin, ça dépend de ce que nous mettons sur la table. C'est pourquoi moi je comprends mieux aujourd'hui cette démarche d'accepter d'aller discuter. Parce qu'il y a d'un côté la RDC qui est perçue comme une victime de ce qui se passe à l'Est avec la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et de l'autre côté, la même communauté internationale ne sentait pas la RDC impliquée dans les processus de médiation régionaux. Donc aujourd'hui, réussir à faire ces revirements, ça pousse quand même les Rwandais, ça met les Rwandais dans une position de... C'est comme si on renvoyait la balle vers Kigali pour dire, OK, voilà, nous maintenant on vient, on est prêt à discuter. Vous avez dit qu'il faut discuter avec les M23, voilà, nous voici, on peut discuter avec les M23. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Peut-être que là aussi, je pense qu'on doit être beaucoup plus dans une sorte de... être proactif, c'est-à-dire travailler sur un plan des sorties des crises pour ne pas subir les revendications des uns et des autres. C'est dire, OK, de quoi on va parler? On connaît un peu les revendications initiales du M23 et du Rwanda, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets connexes qu'il faut aborder et peut-être anticiper et apporter des propositions sur certaines concessions acceptables? Pendant ces temps, on annonce pour lundi, 17 mars 2025, la réunion de ministres des Affaires étrangères de l'EAC SADC. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Jean Kia? C'est avec ce sujet justement qu'on va essayer de dire au revoir à notre ami Trésor Kibangula qui était là à l'heure. Et chaque fois que je vois mon invité arriver à l'heure, ça me touche énormément et j'ai beaucoup de respect, énormément de respect. Je pense que beaucoup de choses en RDC ne pourront changer que quand on apprendra à être à l'heure. Qui est à l'heure montre qu'il est sérieux. Merci beaucoup, Maurice. Parce que tu es journaliste et des fois j'oublie. Vous êtes bien sérieux, Monsieur Kibangula. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ces sujets assez intéressants pour tous ceux qui nous ont suivis. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Je rappelle quand même que vous êtes analyste politique à Ebouteli. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là. Merci de m'avoir invité. Peut-être qu'un dernier mot, c'est peut-être celui de dire que la situation reste quand même très volatile à la fois sur le terrain et aussi sur le terrain politique. Il faut surveiller ce qui va se passer ces derniers jours. Comment est-ce que Kinshasa va saisir cette opportunité de discussion et comment est-ce qu'on pourrait élargir les processus de discussion à des parties prenantes encore plus larges pour inclure tout le monde et l'opposition politique non armée. Juste un dernier mot. Aujourd'hui, c'est vendredi, il y aura le Conseil des ministres. Est-ce que c'est possible d'avoir un narratif clair sur la journée du 18 mars à Luanda? Qu'est-ce qu'il en sait? Enfin, je veux dire... Est-ce possible? Dans vos analyses. Il n'est pas demain. Je ne peux pas. On va parler peut-être quand on va voir ce qu'ils vont dire. Et puis voilà. Ouais. Merci beaucoup, cher Trésor Kibangula, pour cette présence.